Vous êtes allé en Chine pour trouver un maître de Kung-Fu? Je ne sais pas si j'allais pour trouver un maître de Kung-Fu, puisque je ne savais pas ce que c'était, un maître de Kung-Fu. Par contre, je voulais apprendre le Kung-Fu. La question que je pourrais me poser encore aujourd'hui, est-ce que j'allais en Chine pour apprendre le Kung-Fu en priorité, ou la priorité c'était de voyager jusqu'en Chine et puis voir si je peux apprendre le Kung-Fu? Je n'ai toujours pas la réponse. Aviez-vous un cri d'intérieur qui vous a poussé à trouver le sens de la vie? Quand les gens racontent quelque chose ou leur vie, ils ont toujours tendance à dire « j'ai été poussé par un cri intérieur ». Moi, j'ai jamais entendu aucun cri venant de moi. J'ai toujours suivi ma nature, sans savoir où j'allais, pourquoi. Je faisais exactement ce que mon cœur voulait que je fasse, même si je ne connaissais pas mon cœur, parce que on dit aussi, faut suivre son cœur, écouter son cœur. Mais le cœur, il en a rien à faire de moi. Lui, son travail, c'est de faire battre le sang dans le corps. Donc dire mon cœur, ça n'a aucun sens. Maintenant, est-ce qu'il y a un cœur en nous, un autre cœur spirituel, invisible? Peut-être, mais cela ne ressemble pas du tout au cœur, donc je vois pas pourquoi on l'appelle le cœur. Et en plus, quand on parle de cœur intérieur, c'est le même qu'à l'extérieur. Finalement, il n'y a ni intérieur ni extérieur. Par conséquent, où se trouve le cœur? Donc, c'était pas ma préoccupation première. Je n'étais poussé par aucun cœur, aucun cri. J'ai tout simplement suivi un chemin que je ne connaissais pas d'avance. Pas après pas. En découvrant des choses inconnues, en étant surpris à chaque fois, et allant vers une aventure dont je ne connaissais pas du tout les aboutissants. Mais au moment où je partais en Chine, comme un adolescent qui se fait des illusions sur la vie, je pensais aller en Chine et y rester, ne jamais revenir. Donc je partais pour toujours, en fait. Comme je suis parti en stop, j'avais pas de billet retour, évidemment. Donc je partais pour vivre là-bas en Chine quelque part et passer ma vie à faire du Kung-Fu. C'était un projet, et comme tous les projets, certains, voire une majorité de projets n'aboutissent jamais. En tout cas pas comme on aurait voulu que cela se fasse. Avez-vous trouvé ce que vous avez cherché en Chine? Dans un sens, oui. J'ai trouvé un lieu où on pouvait pratiquer le Kung-Fu ou le Wushu dans un petit temple de montagne du Weifang-shan. Oui, j'ai trouvé ce pourquoi j'étais venu. Mais je n'étais pas satisfait. Il y avait autre chose d'invisible, impalpable, quelque chose qui ne me rendait pas totalement satisfait, et je ne savais pas ce que c'était. Parce que ce qui me poussait vers la recherche, vers le fait d'aller en avant, je ne savais pas ce que c'était, donc j'avais aucun contrôle sur ça. Donc je devais suivre instant après instant, les endroits poussés par le vent intérieur. Et c'est tout ce que je peux dire. Vous avez décidé donc de rentrer en France pour continuer à pratiquer les arts martiaux, ou vous avez décidé d'arrêter les arts martiaux?
Non, je n'avais pas du tout décidé d'arrêter les arts martiaux puisque j'ai ouvert une école à Noyon. Ma première école, j'avais 90 élèves et ça commençait à devenir à la mode un peu. Tous les jeunes voulaient pratiquer le karaté, le kung-fu pour être forts. Moi, j'étais animé par un esprit différent. Il ne faut pas oublier que j'ai pratiqué le kung-fu dans un temple, Chan. Il y avait donc des méditations, le matin, le soir, et évidemment, statue de Bouddha, de Bodhisattva, tout cela me fascinait. Et j'ai appris que le kung-fu, c'était une manière d'exprimer l'énergie de la méditation, de trouver une forme de morale, d'avoir une certaine discipline dans la vie, être droit, sincère. Mais il y avait toujours, quelque part, à l'arrière-plan, le mystère que je traînais dans mon esprit depuis mon enfance au sujet de Dieu, de l'éternité et surtout de la raison pour laquelle on est sur Terre. Pourquoi faire tout ça ? Pourquoi aller en Chine, revenir, être musicien, aller pratiquer dans les forêts, me retrouver en Pologne, revenir en France ? Qu'est-ce que c'est que ce mouvement ? Quelle est la source de ce mouvement ? J'étais donc pas entièrement satisfait puisque j'étais toujours rempli de cette même question qui me hantait jour et nuit. En fait, je ne vivais que pour ça. Même si je faisais des travaux par-ci, par-là, je travaillais pour des entreprises. L'essentiel était ma recherche, en fait. Pourquoi je dis ça ? Parce que je n'ai jamais eu de prétention, malgré mes 3 années d'école d'ébénisterie et de menuiserie, je voulais pas devenir ébéniste, ni menuisier. Je pensais pas avoir un métier que j'aurais toute une vie. Jamais je pensais à ça. Moi, c'était qu'est-ce que c'est que ce mystère ? Le reste ne m'intéressait pas. Quand je trouvais un travail, c'était pour avoir de l'argent, pour pouvoir continuer mes recherches. C'était pas pour devenir un ouvrier spécialisé ou un professionnel, ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai toujours fait des petits travaux, pendant longtemps dans ma vie, pour avoir de l'argent, soit pour ouvrir des dojos, pour enseigner aux autres, pour voyager parfois. Diriger un dojo, enseigner les arts martiaux aux gens, c'était quelque chose de naturel pour vous ? Tout ce que j'avais compris, tout ce que j'avais fait, je ne voulais pas le garder pour moi, je voulais le partager avec d'autres. En fait, je voulais partager ma joie avec d'autres, mon bonheur avec d'autres. Je pense pas que j'étais aussi compassionné que ça, que je voulais sortir les gens de leur misère, de leur pauvreté intérieure. Non, j'avais envie de partager ce que j'avais. En fait, ma démarche était très égoïste. Je me servais des disciples pour être heureux, en fait. Parce que pratiquer tout seul, ça n'avait pas vraiment de sens. Pratiquer avec d'autres, c'était mieux, ça me donnait une meilleure énergie. Et puis, ça donnait un sens à ma vie. De partager une amitié avec d'autres en leur enseignant les arts martiaux. En fait, quand on est jeune, c'est jamais très clair dans notre esprit. On ne sait même pas de quoi on parle lorsqu'on prononce le mot éveil. On ne sait rien, on imagine des choses. De plus, j'ai jamais enseigné les arts martiaux seulement, puisque j'avais retrouvé mon maître en rentrant de Chine, maître Deshimaru, et à chaque fois que j'ai ouvert un dojo d'arts martiaux, on pratiquait d'abord Zazen, pendant 1 heure, avant de faire les arts martiaux. Donc, le cours d'arts martiaux durait en tout presque 3 heures, tous les soirs.
1 heure de zazen et 2 heures de kung-fu, de karaté, peu importe. C'est difficile d'avoir des disciples, n'est-ce pas? Avoir des disciples, c'est pas un problème. Il y a toujours des idiots qui veulent suivre un maître. Et il y en a plus qu'on ne croit. Surtout à cette époque-là. Des gens qui rêvent de devenir des Bruce Lee. Des gens extraordinaires. Devenir des moines Shaolin. Maintenant, il y a disciples et élèves. J'ai toujours fait une différence entre disciples et élèves. Et étudiants, parce qu'en fait, il y a 3 formes d'être. Un étudiant, c'est quelqu'un qui étudie quelque chose, mais c'est souvent mental, comme un étudiant d'université, etc. Donc, de cela, évidemment, je n'en voulais pas, c'était pas mon rôle de leur enseigner quelque chose qui soit intellectuel. Discipline, c'est un mot que j'ai toujours détesté toute ma vie. Avoir de la discipline. Donc ça rend un peu stupide. J'ai vu dans ma jeunesse, donc, l'armée, le communisme, les soldats. C'était tous disciplinés, mais stupides. Ma grand-mère, qui voulait faire de moi quelqu'un de discipliné, elle était pas très cool. J'ai jamais aimé la discipline. Par exemple, je prenais toujours exemple sur la nature. Les animaux n'ont pas de discipline et ils vivent très bien en harmonie. Les arbres n'ont pas besoin de discipline. La discipline, elle est juste faite pour les humains qui veulent s'obliger à quelque chose qui, en général, n'aiment pas. Alors ensuite, il y a élève. Le sens de l'élève m'intéresse beaucoup parce que ça veut dire que on doit élever quelqu'un. Donc, avoir des élèves, c'était bien. Élever quelqu'un, peu importe dans quoi. L'élever dans les arts martiaux, dans le bouddhisme, dans ce qu'on veut. Ça ne limite pas, ça ouvre toutes les potentialités. Maintenant, il y a toutes sortes d'élèves. Il y a ceux qui viennent parce que c'est la mode, d'autres parce qu'ils veulent devenir très forts, parce qu'ils ont des revanches à prendre sur la vie, comme moi j'avais eu auparavant. Il y a des élèves qui s'ennuient chez eux et pour échapper à leurs parents, ils viennent aux cours d'arts martiaux. Il y en a d'autres qui veulent montrer à leurs fiancés, à leurs copines qu'ils font des arts martiaux. Il y a toutes sortes d'élèves, mais maintenant le véritable élève, celui qui s'engage totalement corps et esprit et qui vit sa vie seulement pour cela, comme moi je la vivais, j'en ai eu très peu. En vérité, j'en ai eu 2 à Noyon, sur 90. Mais en fait, moi j'enseignais tous les jours. Donc j'avais toujours 2 qui venaient tous les jours. Tous les jours. On partageait les repas ensemble, on buvait le café ou le thé ensemble. On faisait beaucoup de choses ensemble, on faisait des stages tous les week-ends, on partait loin, dans les montagnes, s'entraîner. Il est difficile de devenir élève. Malgré le terme disciple, que je n'aime pas, ou peut-être parce que les traductions ne sont pas très bonnes, mais Maître Dogen, maître zen du XIIIe siècle, disait il est difficile de devenir un bon disciple. Bon, est-ce que le mot disciple signifie vraiment disciple en japonais ou peu importe, on l'a traduit par disciple. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce que être un bon étudiant. Parce qu'on peut aussi étudier corps et esprit, bien sûr. Mais en général, pour les gens, être un étudiant, c'est aller à l'université ou à l'école. Donc j'évite le mot étudiant pour éviter les confusions. Parce qu'après on dit, le zen est une philosophie, à cause du fait qu'on étudie le zen. Non, ce n'est pas une philosophie, c'est une pratique. Donc on ne peut pas parler d'études.
Peut-être que je me trompe, peut-être que je m'enferme trop dans les catégories, mais j'aime bien quand les significations sont claires, nettes, voilà, qu'il n'y ait pas de confusion, parce que des confusions, j'en ai vu tout au long de ma vie, du fait de ne pas avoir utilisé les bons termes. Et les gens étaient dans l'illusion à cause de ça. D'abord, il faut être sincère avec soi-même. C'est plus facile d'être sincère avec les autres, mais avec soi-même, c'est très difficile. On se ment souvent, on se donne 2-3 visages à l'arrière-plan, on poursuit des buts, on s'échappe de quelque chose. Être sincère avec soi-même, c'est très difficile. Ensuite, il faut être courageux. C'est-à-dire qu'il faut avoir une belle énergie, une détermination dans ce que l'on fait. On n'est pas obligé de savoir où on va. Il faut être déterminé dans ce qu'on fait maintenant, là, tout de suite. Peu importe ce que l'on fait, il faut avoir de la détermination, être avec ce que l'on est, avec ce que l'on fait. Donc il faut avoir déjà ces 2 qualités-là. Ensuite, il faut être animé par l'esprit de la voix. Comme disait Dogen ou mon maître, l'esprit de Doshin, l'esprit de la voix. Et enfin, l'esprit de Dokan, l'esprit qui répète inlassablement cet effort, qui répète sa question, qui ne fait pas mourir sa question. La question, c'est le vivant, ne pas faire mourir le vivant, la présence. Donc il y a Dokan et avoir l'esprit de la voix, c'est-à-dire avoir les qualités d'un véritable homme. Donc, il n'est pas facile d'être élève. Après 30 ans de pratique de kung-fu, karaté et les autres arts martiaux, vous avez arrêté. Pourquoi ? C'est à force de pratiquer Zazen que j'ai arrêté. Il est arrivé un moment où pendant 2 mois je n'ai fait que ça, Zazen, tout seul en solitaire. J'ai vécu des expériences à travers ces Zazen jour et nuit. Et quelque chose avait changé mon être, totalement bouleversé. Je me souviens que 2 ou 3 jours après 2 mois de pratique intensive, quand j'ai arrêté, je suis revenu au dojo. Et là, les élèves étaient assis en seiza, à genoux, avant le cours. Il y avait 1 heure de zazen. Mais parfois, quand j'ouvrais un dojo dans la campagne, j'imposais pas le zazen pour pas leur faire peur. Donc on faisait de la méditation en seiza, à genoux. Et d'habitude, on faisait ça 10 minutes, et après on se levait, on faisait des échauffements et on pratiquait. Eh bien, ce jour-là, j'ai pas pu me lever. Donc on est resté en seiza 1 heure. Évidemment, c'est très douloureux, en seiza 1 heure. D'ailleurs, ils pouvaient plus se relever à la fin. Et moi, je leur ai dit, c'est fini. Mon corps refusait de se lever, de donner des coups de pied, des coups de poing. Quelque chose avait lâché. Je n'en avais plus du tout l'utilité. Je n'avais plus l'énergie pour le faire. Et ça s'est arrêté tout seul. Je ne me suis pas forcé comme tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Une fois de plus, ça s'est arrêté tout seul. Je n'aime pas la discipline et je n'aime pas non plus trop les projets, surtout les projets à long terme. Ça me paraît impossible d'avoir des projets à long terme. Plus impossible de les réaliser correctement. Mais on obtient toujours ce qu'on veut. Il y a une histoire qui raconte qu'un homme voulait aller au paradis. C'était son projet, son rêve. Et tout à coup, il se retrouve dans un champ merveilleux, avec des fleurs partout, des odeurs merveilleuses, des papillons qui volaient, tous les insectes, c'était magique. Il s'est dit, je suis au paradis. Alors il marche, puis au bout d'un moment, il aperçoit un bel arbre, un arbre de paradis. Et comme il a beaucoup marché, il est fatigué, il va s'asseoir sous l'arbre. Il est assis, puis il se dit, oh,
j'ai beaucoup marché, j'ai faim. Et il s'est mis à rêver à tout ce qu'il aimait sur la terre, tout ce qu'il aimait manger. Alors il rêvait, j'aimerais avoir ça. Et tout à coup, tout lui apparaît devant lui. Toute cette nourriture est là. Il est content, alors il se met à manger, il mange, il finit tout ça. Puis il se dit, mais j'ai soif. Et il se met à rêver à tout ce qu'il aimait boire. Les bonnes bières, les bons whisky, les très bons vins. Il boit. Quand il a fini de boire, il se pose une question. Mais qui m'apporte tout ça? Qui m'a apporté cette nourriture? Qui m'a apporté ces superbes boissons? Ça doit être sûrement des fantômes puisque je suis au paradis. Ah oui, mais peut-être qu'ils vont venir me torturer. Si ça se fait, ce sont des méchants fantômes. Et les fantômes arrivent et le torturent. Et alors à ce moment-là, il pense, il dit, mais ils vont me tuer. Et il le tue. Voilà où un projet peut mener. On obtient toujours ce que l'on veut, mais pas toujours dans le bon sens. Ça peut marcher ou ça peut être le contraire. Par exemple, quelqu'un a un projet, il se rend avec sa voiture et tout, veut faire son projet, il a un accident et il meurt. Il n'a jamais accompli son projet. Par contre, il n'était pas présent dans la voiture. Il était dans le projet. Avez-vous réalisé tout ce que vous avez voulu à travers les arts martiaux? À travers les arts martiaux, oui, totalement. Ce qui m'apportait dans tout ce que je faisais, c'était d'en découvrir les lois. Ça, c'est important. Que signifie comprendre ou découvrir des lois? Déjà, se poser la bonne question. Pourquoi est-ce que je fais les arts martiaux? Ça fait partie de la loi. C'est la première question. Ensuite, comment le pratiquer efficacement? Parce que si mes arts martiaux devaient ressembler à de la danse, autant faire de la danse, c'est mieux. Si maintenant les arts martiaux servent à tuer, autant ne pas faire d'arts martiaux. Alors si ce n'est ni pour tuer ni pour faire de la danse, comment je dois pratiquer et pourquoi? Ça, c'était ma question éternelle. Je n'aimais pas me battre. Je n'ai jamais fait de compétition. J'ai jamais voulu être plus fort qu'un autre. Jamais. Par contre, j'avais du plaisir à pratiquer. Mais je pratiquais fort, comme si j'allais tuer des gens. Mais il ne venait jamais à mon esprit que je frappais des gens invisibles. Jamais, je ne visualisais pas des gens que je pouvais frapper du tout. Je frappais dans le vide, tout simplement. Être le plus rapide possible, comme l'éclair. Des pieds, des mains, bouger vite. Trouver une stabilité dans le déséquilibre, ou trouver l'équilibre dans le déséquilibre. Trouver de la vitesse dans la lenteur. Et trouver de la lenteur dans la vitesse. Il y avait de quoi pratiquer. J'avais pas besoin de rechercher des buts, de pratiquer en vue de devenir un très bon pratiquant ou d'être le meilleur ou d'être un champion. Ça ne m'intéressait pas. J'avais beaucoup de recherches. C'était subtil. J'avais sans cesse de nouvelles questions qui se posaient en esprit. Et ces questions-là, finalement, n'étaient pas différentes du comment vivre et comment mourir. Toutes ces découvertes m'amenaient à la réflexion à ce sujet. Ensuite, il y a eu cet antagonisme ou cette contradiction entre le zazen et les arts martiaux. Pourquoi continuer les arts martiaux? Par contre, j'ai jamais eu de doute sur zazen. Je me suis jamais posé la question pourquoi continuer zazen. Par contre, les arts martiaux, oui. Vivre m'intéressait. Et comment vivre? Parce que, dans le fond, les gens pensent leur vie, mais ils ne la vivent pas. Ils pensent ce qu'ils vont faire demain, ce qu'ils vont faire maintenant. Voilà, ils pensent, mais ils ne vivent pas. Ils savent même pas qu'ils sont vivants. Ils font des choses, mais ils ne sont pas vivants.
Ils sont perdus dans les couleurs, dans les objets, dans les formes, dans les discussions, dans des tas de choses, mais ils ne ressentent pas leur présence à travers tout le corps. Et moi, à travers les arts martiaux, j'essayais de trouver cette présence, de penser le corps tout entier, de réveiller justement un cœur dont je ne savais même pas qu'il pouvait exister, mais dont tout le monde parlait, d'atteindre un Bouddha que je n'avais jamais vu non plus, mais dont tout le monde en parlait. Il faut savoir que toute cette recherche était artificielle. Toutes nos recherches sont artificielles. C'est le désir de l'ego, du mental. Même lorsqu'il s'agit de recherches spirituelles ou métaphysiques, peu importe. Finalement, quand on s'assied au pied d'un arbre en est sans pensée, cela suffit à soi-même. Il n'y a plus de différence entre l'arbre et moi, entre la mousse qui est devant moi, le chant des oiseaux, le vent. Tout cela, finalement, c'est moi. C'est ce que j'appelle vivre. Ce n'est pas penser la vie. C'est vraiment de vivre. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, Nolwenn, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, Le temps nous paraît long, 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 long. Le temps vous paraît long. dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, L'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Dans notre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour. règne